Si le Rwanda a une armée plus puissante que la RDC, c'est vrai, à ce moment-là, il faut s'appuyer sur un autre pays qui a une armée puissante. Et c'est pour ça que le président Tshisekedi a fait cet appel au président Déby, qui pour l'instant n'a pas répondu positivement, il faut quand même le rappeler. Bonjour à tous et à toutes, bienvenue dans Africactu numéro 20 déjà, toujours sur Global Africa et toujours en compagnie de notre excellent compère, complice, Les deux me font plaisir, cher Alfred. Emmanuel Dupuis, président de l'IPSE, l'Institut de prospective et sécurité en Europe, et toujours avec son œil perçant sur l'Afrique. On essaye. Voilà. De le garder alerte. Donc Emmanuel, on en avait parlé la dernière fois. Il y a eu donc l'événement du sommet de l'Union africaine avec l'élection d'une personnalité de Djibouti, Mahmoud Ali Youssouf, qui par ailleurs était ministre des Affaires étrangères depuis 30 ans, donc c'est un homme d'expérience. Alors, quelle est sa vista pour l'avenir de l'action de l'Union africaine ? On imagine qu'il a un programme quand même. Qui fait élire sur ce programme, accessoirement. Et la deuxième question, parce que vous allez déborder, je le sais déjà, donc je vous l'ai dit tout de suite, c'est la nomination, enfin l'élection de Malika Haddadi, algérienne, diplomate algérienne, au poste de vice-présidente. Et là, dans le dernier scrutin, ça s'est joué notamment face à une Marocaine. Donc j'ai l'impression que c'est peut-être un premier succès depuis longtemps pour la diplomatie algérienne. Qu'est-ce que vous en pensez ? Alors déjà, je vais répondre aux deux questions que vous avez posées, en respectant le protocole, comme on dit. Premièrement, Mahmoud Ali Youssouf est bien connu de Global Africa, puisque c'est sur cette même chaîne qu'il était venu lancer sa campagne, il y a de cela quelques mois, 3 ou 4 mois déjà, donc ça lui a été très favorable, et donc il faut s'en réjouir, et je crois d'ailleurs qu'il en est parfaitement conscient. C'est un diplomate chevronné, issu d'un pays qui compte dans la région, par sa localisation géographique, à la fois dans son positionnement est-africain, Corne de l'Afrique, détroit de Bab el-Mandeb, et bien évidemment avec toute la connexion liée au trafic maritime et aux perturbations moyen-orientales, notamment depuis le 7 octobre. Donc Djibouti est un pays connecteur, un pays qui peut jouer ce rôle de facilitateur, d'intermédiation entre le continent africain, la dimension Indo-Pacifique, comme l'on dit pompeusement, et bien sûr le continent asiatique par le biais de la péninsule arabique. Donc il est de bon ton de dire que l'Afrique de l'Est sera représentée autant que ne sera représenté l'ensemble du continent. Vous avez raison de rappeler qu'il y a une répartition géographique dans la gouvernance pan-africaine, avec un président de la Commission qui représente l'Afrique de l'Est. D'ailleurs, les 3 candidats, l'ancien président kényan, l'ancien ministre des Affaires étrangères malgache, représentaient cette même zone géographique est-africaine qui avait besoin d'être représentée plus activement, même si le malgache représente aussi la dimension australe. Mais vous avez rappelé aussi que Malika Haddadi, la nouvelle vice-présidente de la Commission, représente une autre région géographique. La réforme de l'Union africaine fait que toutes les régions doivent être représentées, non seulement par le premier d'entre eux, le président de la Commission, mais le premier, deuxième et troisième vice-président, et que toutes les autres régions le sont. Moussa Faki Mahamet, l'ancien président de la Commission, était tchadien, et son vice-président, premier vice-président, était ghanéen. Le Tchad étant partie prenante donc, de la partie de l'Afrique centrale. Donc de ce point de vue-là, il y a une sorte de répartition des tâches. On verra si elle sera pleinement effective. Ensuite, Mahmoud Ali Youssouf a été effectivement élu sur un programme. Au bout d'une campagne rondement menée, et bien évidemment une adversité qui l'a amené à être élu au 5e des 6 tours autorisés pour
ce poste. Alors quel est le programme du prochain président de l'Union africaine? Tout simplement, c'est une sorte de porte ouverte qu'on peut ouvrir, faire exister l'Union africaine. Faire exister l'Union africaine sur la scène internationale. Au moment où l'Afrique est insuffisamment présente dans le processus décisionnel international, toujours pas de membre permanent du Conseil de sécurité des Nations Unies, une présence symbolique au sein du G20 qui désormais est un G21 avec justement la présence de l'Union africaine. Il représentera l'Union africaine au même titre que le président tournant. Le président angolais, João Lourenço, a aussi été élu en remplacement du président Al-Ghazouani qui occupait le poste précédemment. Et donc il y aura une représentation symbolique de l'Afrique au niveau donc, de cette instance. De même que l'Union africaine va devoir aussi peser davantage sur les organisations où les pays africains sont de plus en plus présents, je pense aux BRICS, car il y a une africanisation des BRICS avec l'adhésion de l'Égypte et de l'Éthiopie qui vient rejoindre l'Afrique du Sud, enfin qui est venue rejoindre l'Afrique du Sud en août 2023, avec vraisemblablement, lors des prochaines phases d'adhésion, de nombreux autres pays africains, éventuellement la RDC, nonobstant le conflit qui l'oppose au Rwanda. Le Rwanda aussi a fait acte de candidature, l'Algérie, le Maroc, le Nigeria ou encore le Sénégal. Et puis, bien évidemment, au-delà de la présence de l'Union africaine à l'extérieur du continent, il faut que le continent africain soit désormais solidement arrimé à la logique de l'unité. Après tout, en mars, précisément le 25 mars 1963, jour de la création de l'Organisation de l'Unité africaine, on a appelé à ce que tous les États africains aient une logique panafricaine. C'est désormais le cas avec le retour du Maroc en 2017 et la mise en place effective de la zone continentale, enfin la zone de libre-échange continentale, la ZLECAf, qui est effective depuis janvier 2021. Donc il faudra faire la corrélation entre l'unité politique et l'unité économique. Ensuite, le président de la Commission de l'Union africaine devra aussi tenir compte d'une profonde dynamique, pour ne pas dire un nouveau paradigme, dans le fait subrégional, où un certain nombre d'organisations, ce qu'on appelle les 8 communautés économiques régionales, qui ont été créées à Abuja en 1991, ne correspondent plus tout à fait au périmètre d'action engageant les pays face aux menaces qu'ils doivent assumer. La question de la migration, la question du terrorisme, la question environnementale. Prenons exemple le cas de la CEDEAO, qui est une organisation qui a été créée en 1975 à Lomé, mais dont on voit qu'elle est en train de se démanteler, avec 3 de ses membres, le Mali, le Niger et le Burkina Faso, et peut-être demain, éventuellement, le Togo. On parle aussi du Sénégal. Et le Tchad, qui n'est pas membre de la CEDEAO, mais qui pourrait s'associer à une autre organisation, selon le sort et de la communauté économique des États d'Afrique de l'Ouest, mais également la communauté économique des États d'Afrique centrale, les 11 pays qui la composent étant un peu en mort cérébrale, si vous m'autorisez cette expression. Donc une nouvelle architecture de paix et de sécurité africaine. Elle avait été appelée de ses voeux en 2002. Elle n'a pas montré la pleine capacité des États africains à avoir des forces militaires en attente, les forces qu'on appelle les forces africaines en attente. Voilà un deuxième élément, la gouvernance des 5 régions africaines plus la diaspora, et le fait que l'Union africaine ne puisse pas encore avoir sa capacité de réaction ou ses forces armées pouvant elles-mêmes s'interposer quand des conflits la concernent. Le coup d'État militaire en juillet 2023 n'a pas été empêché, au Niger, n'a pas été empêché par les forces de l'ECOMOG, l'opération, les forces militaires de la CEDEAO. Le conflit qui aujourd'hui obère la stabilité en Afrique centrale entre la RDC et le Rwanda et désormais l'Ouganda, potentiellement le Burundi, n'est pas ou n'implique pas une africanisation de la sécurité. Voilà un deuxième élément sur lequel le nouveau président de la Commission de l'Union africaine devra s'atteler. Puis le troisième élément, c'est évidemment la tectonique des plaques évoluant, la relation avec les États-Unis, dont nous sommes à l'aune d'un bouleversement majeur, puisque désormais, avec la fermeture de l'Agence américaine d'aide au développement, c'est une masse financière considérable dont les Africains ne pourront plus bénéficier. Avec la sortie concomitante des États-Unis de l'OMS, il va y avoir une
carence d'aide structurelle face à des aléas climatiques de plus en plus prégnants, le risque ou la menace de pandémie qui couvre toujours au-dessus ou qui plane toujours au-dessus du continent africain, et bien évidemment les carences en termes d'aide au développement, alors que des zones sont toujours en guerre ou sont toujours dans des tensions, notamment alimentaires, ou liées au déplacement de population. Dernier point, vous avez deviné que j'allais élargir mon propos, bien sûr les crises. La crise à l'est du Congo en est une, la guerre civile au Soudan en est une autre, dans cette proximité qui évidemment touche le président de la Commission de l'Union africaine, dont le siège est à Addis Abeba, et qui lui-même est un ministre, ou qui fut ministre, comme vous l'avez rappelé, des Affaires étrangères du Djibouti depuis 30 ans. Voilà quelques-uns des principaux enjeux auxquels la nouvelle Commission devra s'atteler pour un mandat de 4 ans, renouvelable une fois. Mais contrairement à d'autres pays, où en faisant ce parallèle, on ne peut pas triturer la Constitution ou la charte de l'Union africaine de 2002, donc il y aura bien 2 et non pas 3 mandats du président de la Commission. Oui, ce sera trop compliqué. Mais... ce serait surtout scandaleux. Bon, voilà, les scandales sont un peu habitués. Hein. Mais bon, Emmanuel, dans votre réponse excellente, vous avez oublié Selma Haddadi, la diplomate algérienne. Est-ce que c'est une petite victoire de la diplomatie algérienne? C'est vrai, j'ai été trop dissert sur la première partie et un petit peu rétif à répondre à la seconde, mais c'était bien volontaire de ma part. Alors, je ne dirais pas que c'est une victoire, parce que les Algériens ont toujours beaucoup œuvré pour occuper les postes stratégiques au sein de l'Union africaine. Pendant plus de 20 ans, ce sont des diplomates algériens, Ramtam Lamamra par exemple, qui ont occupé, ou Chergui, l'ancien ministre des Affaires, les deux anciens ministres des Affaires étrangères algériens, qui ont occupé le poste stratégique de commissaire paix et sécurité de l'Union africaine, bloquant toute velléité marocaine de briguer ce poste. D'ailleurs, le Maroc a échoué à nommer ou à faire élire une vice-présidente, mais le Maroc a aussi échoué à faire nommer un Marocain comme commissaire paix et sécurité. Sur forte pression algérienne, il va sans dire. Donc je ne dirais pas que c'est une victoire, c'est en fait la confirmation que la diplomatie algérienne est très active, et accessoirement parce qu'elle a des alliés objectifs, que sont le Ghana, le Nigeria, l'Afrique du Sud, particulièrement importants, alors que le G20 est présidé par l'Afrique du Sud, et que le président Cyril Ramaphosa est presque aussi important, si ce n'est plus, que le président de l'Union africaine, son voisin, pas très loin, et éloigné voisin, le président angolais. Emmanuel, vous avez évoqué le conflit à l'est de la RDC avec le M23 et peut-être un autre pays qu'on ne nommera pas, puisque officiellement, non, ils ne sont pas impliqués. Bon, mais tout le monde a compris. Pourtant, il y a des troupes rwandaises voilà. Dans l'autre pays que vous n'avez pas cité. Ben voilà, c'est vous qui l'avez dit, c'est pas moi. Mais c'est triste comme réalité. En fait, donc l'Ouganda s'en mêle. Ils ont envoyé des troupes au nord de la région. Des milliers de gens ont fui vers le Burundi. Donc la question, vous y avez déjà répondu, est-ce que l'Union africaine peut faire quelque chose? On a cru comprendre non. Mais la question, est-ce que là, ça y est, on est en train d'assister, d'observer la régionalisation du conflit. Autre chose, la RDC demande le soutien du Tchad, mais le Tchad n'est pas contigu, il y a la République centrafricaine entre les deux. Donc là, je ne comprends pas, si vous pouvez nous expliquer. C'est les chevaux traditionnels de l'instabilité centro-africaine. Souvenez-vous ce que disait ce qu'écrivait Frantz Fanon en 1952, quand il évoquait le fait que si l'Afrique a la forme d'un revolver, sa gâchette se trouve en RDC. L'adage, malheureusement, se réalise, hélas. Évidemment, ce conflit, long conflit, résultante du génocide de 1994 au Rwanda, des guerres civiles au Burundi, de la création chaotique du Sud-Soudan en 2011, des guerres civiles aussi dans les années 90 en Ouganda et des instabilités voisines, la République centrafricaine
en est une, évidemment, et puis bien sûr l'enquistement de ces 120 groupes armés. On parle beaucoup du mouvement du 23 mars, dit mouvement M23, mais ne pas oublier qu'il y a une kyrielle de groupes qui sont en train de s'agglomérer, de faire coagulation, et c'est là le danger. Pas tellement l'avancée du M23 qui est en train de descendre après avoir pris Goma, a pris Bukavu, après avoir pris le nord Kivu, a pris le sud Kivu, vraisemblablement va en direction du Katanga, et le risque est grand qu'à un moment, un autre ne bifurque à l'ouest, c'est-à-dire en direction de Kinshasa. C'est là où l'internationalisation du conflit sera, hélas, une réalité. Il sera d'autant plus une réalité, comme vous l'avez dit, que non seulement l'Ouganda a massé des troupes à sa frontière, mais que le Burundi a fait de même, et que le Burundi a dit qu'elle n'utiliserait pas ses troupes contre le Rwanda, alors que la République démocratique du Congo pouvait légitimement penser que l'hostilité traditionnelle entre le président Museveni et le président Kagame pouvait jouer en sa faveur. Il n'en est rien. Le Burundi a dit « je ne ferai rien pour arrêter les groupes armés, en tout cas s'ils ne pénètrent pas sur mon territoire ». D'où cet appel effectivement un peu incantatoire au président Déby pour qu'il puisse envoyer des troupes, avec cette idée que le Tchad, comme le Rwanda, sont des grands pourvoyeurs de troupes ailleurs que sur leur territoire. Vous parliez de la Centrafrique, il se trouve qu'en Centrafrique, il y a des troupes rwandaises. Vous avez parlé de la régionalisation du conflit. Pour lutter contre les Chebabs au Mozambique, dans la province du Cabo Delgado, ce sont des troupes rwandaises qui aident les troupes occidentales, en l'occurrence les troupes européennes, à éviter que les Chebabs ayant prêté allégeance à Daesh ne viennent obérer la sécurité du nord-est du Mozambique. Donc c'est une sorte de jeu de miroir, j'allais dire inversé. Si le Rwanda a une armée plus puissante que la RDC, c'est vrai, à ce moment-là, il faut s'appuyer sur un autre pays qui a une armée puissante. Et c'est pour ça que le président Tshisekedi a fait cet appel au président Déby, qui pour l'instant n'a pas répondu positivement, il faut quand même le rappeler. Et donc on est effectivement dans le sentiment d'une régionalisation. L'Afrique du Sud a menacé, tonné, avec insistance, sur le fait que si le Rwanda continuait à l'accuser de s'en prendre à ses intérêts, elle pouvait, elle aussi, venir soutenir les forces armées congolaises. La RDC a procédé à de l'externalisation, le recours à des mercenaires roumains. On a vu qu'ils se sont rendus dans les premières heures du conflit, ayant amené le M23 à conquérir Goma, vraisemblablement en soutien avec les forces spéciales rwandaises. Et puis, évidemment, le fait qu'aujourd'hui, la RDC comme le Rwanda vont chacun jouer de leurs partenaires, vont chacun jouer de leur capacité d'influence de puissance extérieure. Avec une nouveauté, depuis quelques heures, les Américains qui ont décidé de sanctionner financièrement un certain nombre de responsables du M23, donnant l'impression que la pression est de plus en plus forte sur Kigali. Mais on est dans une situation un peu inextricable. Je n'ai pas répondu à la première partie de votre question. L'Union africaine qui a fait moult réunions d'urgence, la communauté internationale des Grands Lacs également, la médiation angolaise avec le président João Lourenço avait proposé de continuer à faire cette médiation. Il y a deux types de médiation. Il y avait les médiations congolaises, Brazzaville, les médiations angolaises, Luanda. Aucun n'a abouti puisque le président Tshisekedi et le président Kagame ne veulent pas se parler directement. Donc on est dans une situation, évidemment, hélas, d'impasse. Près de 4000 morts. On estime déjà à 700 000 le nombre de personnes déplacées. Mais si on prend ce conflit sur un temps beaucoup plus long, c'est effectivement plusieurs centaines de milliers de morts et plusieurs millions de personnes déplacées. Alors, l'autre conflit que vous avez évoqué rapidement tout à l'heure, c'est le Soudan. Là, le 15 février, c'est-à-dire pendant le sommet de l'Union africaine, l'UA a émis un communiqué qui dénonce les crimes de guerre et crimes contre l'humanité incessants au Soudan. Des dizaines de milliers de morts, 12 millions de déplacés, c'est énorme. Alors la question, je laisse tomber sur le rôle éventuel de l'Union africaine. Et je viens à une autre question qu'on ne se pose pas souvent, puisqu'il y a plusieurs puissances étrangères au Soudan qui sont
pas partie prenante militaire, mais d'influence, on va dire, dans le conflit. Est-ce qu'on peut faire un petit tableau de qui fait quoi dans cette histoire? Alors là aussi, c'est un marigot dans lequel il y a plusieurs crocodiles. Alors, en résumant, vous avez un général, le général Al-Bourhan, qui a pris le pouvoir avec un autre général, le chef donc, de ce qu'on appelle les RSF, les forces de réaction rapide, donc le général Hemati, qui s'entendaient bien puisqu'ils ont eux-mêmes fait la révolution qui a chassé un autre général, le général Bachir, en avril 2019. Puis un deuxième coup d'État, donc, qui a vu s'opposer le président et son vice-président pour la conquête du pouvoir en perspective d'élections présidentielles qui n'ont pas lieu et qui vraisemblablement n'auront pas lieu comme en Libye pour un temps assez long. Alors le président Al-Bourhan est donc fort de sa légitimité d'avoir gagné le pouvoir militairement en 2019. Mais nonobstant, dès s'être opposé à partir de 2023, au printemps 2023, en avril 2023, avec son contendeur qui est son ancien adjoint. Et donc chacun des pays autour a décidé de choisir l'un ou l'autre. Alors si on fait une revue de détail, l'Égypte, pays septentrional, soutient le président Al-Bourhan dans une forme de logique qui consiste à ce que la sécurité de sa frontière méridionale préoccupe beaucoup l'Égypte et qu'il faut une forme de stabilité pour assurer la fluidité au sens propre du terme du Nil, dont dépend la vie et l'économie des quelques 100 millions d'Égyptiens, dont 90% vivent le long du Nil. Donc toute personne qui peut assurer la libre fluidité, la libre circulation du Nil est soutenue par le président égyptien. D'autant plus que face au président égyptien, il y a d'autres partenaires ou d'autres alliés qui soutiennent la partie inverse. Prenons par exemple les Émirats arabes unis, qui eux soutiennent le général Hemati, ou le Tchad, qui a décidé de soutenir le général Hemati. Souvenons-nous que la réunion entre le ministre des Affaires étrangères tchadien et le ministre des Affaires étrangères français s'est très mal passée, car la France avait demandé au Tchad d'arrêter de soutenir le général Hemati pour essayer d'éviter que ce conflit ne dégénère, ou en tout cas qu'il trouve une issue pacifiée. Et puis l'Arabie saoudite qui finalement joue sur les deux tableaux. Elle joue sur les deux tableaux parce qu'elle veut être partie prenante dans cette perspective où le Soudan, qui lui-même est un État connecteur par rapport à ses voisins, évidemment, le Tchad, l'Éthiopie, l'Égypte, mais également l'Arabie saoudite, de l'autre côté de la mer Rouge, est un pivot, j'allais dire, qui font partie de la politique étrangère de chacun de ces pays. Et puis, il y a les externalités plus lointaines. La Chine, la Russie et les États-Unis. Chacun y voit son intérêt. Extraction pétrolière, capacité portuaire, une des principales bases militaires en construction, enfin bases civiles et enfin, navales et civiles et militaires russes, le long du canal où transitent 40% des flux énergétiques planétaires, se situe à Port-Soudan. La volonté, et la volonté aussi de la Chine à travers la CNPC, la China National Petroleum Corporation, d'exploiter les champs pétrolifères du nord et du sud-ouest du Soudan. Et bien évidemment les États-Unis qui ont levé leurs sanctions contre le Soudan en espérant bénéficier et profiter de cette manne énergétique, il va sans dire aussi. Emmanuel, on a compris qu'il y a beaucoup de gros crocodiles dans cette affaire. Eh oui. Et tel un marigot, ils se mangent entre eux. Il ne nous reste pas beaucoup de temps. J'aimerais, si vous en êtes d'accord, qu'on dise un mot d'une manière récurrente sur l'affaire Boualem-Sansal. Il faut. Puisqu'il nous reste 2 minutes. Emmanuel, vous faites partie d'un comité de soutien d'intellectuels et de personnalités parisiennes, françaises peut-être, en tout cas. Politique. Pas que parisiennes, hein. On est 1300 dans le comité. Ah ben bravo. Et donc il a 75 ans, la rumeur nous apprend que sa santé se dégrade gravement. C'est quoi le point de la situation? Elle est dramatique, la situation, comme vous l'avez dit. C'est un vieil homme qui souffre, qui a passé une bonne partie de son incarcération dans un hôpital pénitentiaire. Il en est sorti
avec une sorte d'impasse juridique. L'article 87 bis, qui l'accuse d'atteinte à la sûreté nationale, voudrait presque, serait présenté comme les autorités algériennes pouvant aboutir à un procès, alors même que l'idée qui anime la plupart des... qui anime les membres de ce comité de soutien, c'est de dire qu'il ne peut pas y avoir de procès puisque l'accusation est fallacieuse, puisqu'il a été arrêté sur la prévention d'une menace que les Algériens estiment être de sûreté nationale, alors qu'il n'a fait que prononcer une libre parole au cours d'une interview dans des médias français. Alors pour parler concrètement, il y a eu une résolution du Parlement européen appelant à sa libération immédiate. Le Parlement français, d'ici quelques jours, va proposer la même chose, qui seront donc une résolution soumise au vote des 577 députés et des 348 sénateurs. Le comité de soutien qui s'est réuni il y a quelques jours à l'Institut du monde arabe, en recevant le soutien d'intellectuels éminents, je pense à Leila Slimani, la prix Goncourt Leila Slimani, évidemment avec le soutien de Jacques Lang, président de l'Institut du monde arabe, demande désormais que la France et que son président, par le biais de son ministre des Affaires étrangères, rappelle à l'Algérie que Boualem Sansal est citoyen français. Et qu'en tant que citoyen français, il a droit à la protection consulaire, il a le droit à ce que son avocat puisse communiquer avec lui. Or, qu'apprenons-nous il y a quelques heures que les Algériens auraient conseillé à Boualem Sansal de ne plus faire appel à François Imré de par sa confession religieuse. On en est là. Mais quand je dis ça, même les avocats algériens n'ont pas accès à la totalité du dossier et n'ont même pas accès directement au prévenu qu'est, selon le droit algérien, Boualem Sansal. Et je crois effectivement que la France devrait, le ministre de l'Intérieur Bruno Retailleau le rappelle et le répète, que nous ne devons pas forcément vivre éternellement face à une rente mémorielle. Ce n'est pas moi qui le dis, mais c'est le président Emmanuel Macron qui lui-même l'avait dénoncé en son temps, que la nécessaire coopération équilibrée et, j'allais dire, régénérée avec l'Algérie mérite qu'un citoyen de nationalité française et algérienne, qui plus est écrivain, éminemment défendable, ne soit pas pris en otage par une situation sur laquelle il n'a peu de prise, car d'une certaine façon, on peut, comme vous le savez, on l'a déjà évoqué ici, avoir un peu le sentiment que c'est une réaction par rapport à une décision diplomatique française prise par le président français et assumée, en l'occurrence la reconnaissance du caractère presque infaillible ou du moins logique de l'administration, de la souveraineté du Maroc sur les provinces du Sud, que le président français assume, puisque sa ministre de la Culture, Rachida Dati, était encore il y a quelques jours à Laayoune, annonçant la création d'une alliance française. Et dans ces quelques jours, le président du Sénat, Gérard Larcher, va se rendre à Laayoune et à Darla. Et dans le même temps, évidemment, partir du principe que la France ne doit pas être instrumentalisée, ne doit pas être infantilisée et ne doit surtout pas être dans la réaction d'une position algérienne qui n'attend qu'une seule chose, le rapport de force, et ce rapport de force qui, quand il est sous tension, est plutôt en faveur de l'Algérie. Merci Emmanuel. Merci à vous. Pardon pour la toux. On se retrouve dans 15 jours, bien sûr. Avec autant de plaisir. Quant à nous, pour la deuxième mi-temps de l'émission, nous allons accueillir M. Ajo Andriana Inarivello, qui est malgache, vous l'avez deviné, et qui est président du parti d'opposition MMM.